Minuit n'a pas été choisi pour tuer un homme, minuit a été choisi pour tuer une continuité. 12 hommes avancent dans le jardin présidentiel sous le tonnerre. Ils ne viennent pas de l'extérieur, ils ne viennent pas contre l'État, ils viennent depuis le cœur même du système censé le protéger. À cet instant précis, le pouvoir au Burkina Faso n'est plus institutionnel, il est logistique, il est silencieux, il est déjà en train de basculer. L'ordre n'est pas arrêté, l'ordre n'est pas remplacé, l'ordre est neutralisé. Avant minuit, sans trace, sans récit concurrent. À 200 pieds de là, Ibrahim Traoré lit un dossier sur une raffinerie d'or. Ce détail n'est pas décoratif, il est central. Parce qu'on ne tente pas d'éliminer un président quand il parle, on le fait quand il signe, le clignotement d'un voyant, une micro-coupure, une ligne sécurisée qui se réinitialise. Ce n'est pas une panne, c'est un test, et à partir de ce moment, tout change, le complot cesse d'être hypothétique, il devient procédural. Ce que Traoré perçoit n'est pas une menace immédiate, c'est une coordination, une chorégraphie militaire déjà répétée, des hommes déplacés de 10 pieds pour libérer une ligne de tir, des générateurs installés pour rassurer, un chef de la garde trop calme pour être honnête, rien n'est improvisé, rien n'est émotionnel, tout est préparé. Ce n'est pas une tentative de coup d'État classique, c'est une opération de suppression du futur, parce qu'une fois qu'un président peut être éliminé par sa propre garde, la fonction devient décorative, et quand cela devient acceptable, le pays entre dans une autre ère, une ère où le pouvoir réel ne s'annonce plus, il s'exécute, et cette nuit-là, le système a commis une erreur fondamentale. Il a supposé qu'Ibrahim Traoré était un homme assis derrière un bureau, il a oublié ce qu'il était avant d'y être assis. À partir du moment où Traoré se lève de son siège, la tentative d'assassinat cesse d'être un événement, elle devient un révélateur, il ne se précipite pas, il ne cherche pas à confirmer, il agit comme quelqu'un qui sait déjà. Choisir l'escalier de service n'est pas une fuite, c'est un refus d'entrer dans le scénario prévu pour lui. Le couloir principal n'est pas dangereux parce qu'il est vide, il est dangereux parce qu'il est préparé. La respiration haletante dans l'alcôve n'est pas un détail humain, c'est une faille dans la machine. Un jeune opérateur radio qui tremble signifie une chose, l'ordre a été donné trop tôt à trop de gens quand Sylla parle des balles perforantes, le doute disparaît. On n'emploie pas ce type de munitions pour contrôler, on les utilise pour effacer. À cet instant, la trahison change d'échelle, elle n'est plus hiérarchique, elle est systémique. Colonel Bako n'agit pas seul, il orchestre, il coupe les caméras, il verrouille les réflexes, il transforme les protocoles de sécurité en pièges mortels. La salle sécurisée devient une tombe anticipée. Le véhicule blindé n'est plus une sortie, c'est un leurre. Traoré comprend alors quelque chose de fondamental. Le coup ne vise pas seulement sa mort, il vise à produire une version officielle avant même que le sang ne sèche, une mort propre, un récit fermé, une télévision déjà prête à diffuser des images recyclées. C'est là que l'intervention d'Umar fracture le plan, pas par héroïsme, par désalignement. Un logisticien avec une arme ensanglantée est plus dangereux qu'un général parce qu'il a vu le flux, les ordres, les horaires, les paiements. Quand il dit « confirmation de décès à 0005 », il révèle la vérité la plus violente. La mort de Traoré a déjà été validée administrativement. À partir de là, il n'y a plus de retour au calme. Seulement 2 options. Soit Traoré disparaît et le système apprend qu'il peut recommencer. Soit il survit et le système apprend qu'il a mal calculé. Et quand Traoré coupe l'électricité du palais, ce n'est pas pour se cacher, c'est pour forcer l'ennemi à combattre sans scénario. Dans le noir, les traîtres perdent leur avantage principal, la certitude. L'obscurité n'est pas un accident, elle devient un champ de bataille. Quand le palais s'éteint, ce ne sont pas seulement les lumières qui meurent, ce sont les certitudes opérationnelles de l'équipe Alpha. La vision nocturne donne un avantage uniquement à ceux qui savent où regarder. Traoré, lui, sait où ils ne regarderont jamais. Les couloirs techniques, les espaces ingrats, les zones sans valeur stratégique apparente, c'est là que le pouvoir réel se déplace toujours quand il est menacé. La ventilation, la buanderie, les itinéraires que les élites ne mémorisent pas parce qu'elles ne s'imaginent jamais devoir y ramper. Au-dessus, à les bottes
frappe le sol. Des ordres courts, des voix familières. La trahison cesse d'être abstraite lorsqu'elle a un timbre reconnaissable. Un homme promu le mois dernier, un autre avec qui on partageait des repas. À ce stade, la loyauté ne s'effondre pas par idéologie, elle s'effondre par opportunité. Le garage souterrain apparaît comme une promesse, un SUV blindé, une sortie logique, un réflexe enseigné, et c'est précisément pour cela qu'il explose. Ce moment est crucial, pas pour le souffle, pas pour la fumée, mais pour ce qu'il révèle. Le complot n'a laissé aucune issue acceptable, ni bunker, ni fuite, ni négociation. La mort devait être certaine, totale, incontestable. À partir de là, Traoré n'est plus en train d'échapper à une embuscade. Il est en train de démonter une architecture, 7 balles restantes, des caisses industrielles pour seul abri, des équipes tactiques qui convergent. Et pourtant, l'initiative change de camp. La mousse ignifuge n'est pas une arme, c'est un brouillage cognitif. Elle annule les capteurs, elle détruit la supériorité technologique, elle transforme une force d'élite en silhouette paniquée. Sortir du bâtiment n'est pas une victoire, c'est un déplacement du problème, car une fois à l'extérieur, Traoré comprend la dimension réelle de l'opération. Les communications sont mortes, les fréquences sont neutralisées, la capitale devient une île silencieuse. Ce n'est plus un coup interne, c'est une prise de contrôle temporelle, gagner du temps pour imposer une version, étouffer la vérité avant l'aube, remplacer le réel par des images recyclées. Mais dans cette nuit saturée de pluie et de brouillage, un signal traverse quand même. Pas une voix, pas un ordre, un code, et ce message venu de la frontière annonce une réalité encore plus grave. Ce qui se joue n'est pas seulement le destin d'un président, c'est la question de savoir qui contrôle l'obscurité quand tout s'éteint. Le signal en morse ne vient pas chercher de l'aide, il vient annoncer une frontière franchie. Quand Traoré comprend que l'émission provient de l'extérieur de la ville, la nuit change de nature. Ce n'est plus un piège interne, c'est une opération à plusieurs cercles. À cet instant, la guerre devient hybride. Militaire à l'intérieur, informationnel à l'extérieur. Narrative partout. La rencontre avec Amina n'est pas fortuite, elle est la conséquence logique d'un système qui tente d'étouffer tout ce qu'il ne peut pas contrôler. Une caméra allumée dans une ville éteinte est plus dangereuse qu'un fusil. Les images en boucle diffusées à la télévision ne servent pas à convaincre, elles servent à figer le temps, à faire croire que rien n'a changé, que la mort est déjà passée, quand l'Internet est étranglé et que seuls les canaux d'État respirent, la vérité ne disparaît pas. Elle est simplement retardée. Et c'est précisément ce délai que Traoré refuse d'accorder. Entrer dans la centrale électrique n'est pas un réflexe, c'est un calcul, celui de comprendre où se situe le nerf du pouvoir moderne. Les mercenaires de Bako ne se déplacent pas à l'instinct, ils se déplacent par données. Par GPS, par coordination en temps réel. Couper la ville n'est pas un acte symbolique, c'est une amputation fonctionnelle. Quand Traoré ordonne de plonger le nord de Ouagadougou dans le noir, il accepte consciemment le chaos temporaire. Parce qu'il sait ce que cela produit à long terme, une fois que la population accepte une nuit sans réseau pour empêcher une prise de pouvoir illégitime, la dépendance technologique change de camp, les hôpitaux ont des générateurs, les tanks, non. La ville disparaît bloc par bloc, les tours, relais, cessent de clignoter, le ciel devient vide, et dans ce vide, le rapport de force se rééquilibre. Mais le pouvoir qui agit dans l'ombre ne disparaît jamais sans tenter une dernière démonstration. Le téléphone analogique qui sonne est plus inquiétant que toutes les alarmes coupées. Il prouve une chose: Bako n'a pas perdu le contrôle, il l'a anticipé. Quand les projecteurs perçant l'obscurité et que le canon du char se tourne vers la salle de contrôle, une vérité s'impose. Ce n'était pas une fuite vers l'électricité, c'était une invitation à la confrontation directe. Et désormais, le choix est brutal. Soit Traoré recule et la capitale devient une zone occupée, soit il avance et il transforme une tentative de coup d'État en exposition publique irréversible. La prochaine décision ne sera plus militaire, elle sera politique au sens le plus brut. Le premier tir de char ne cherche pas à tuer, il cherche à déclarer la propriété du réel. Quand le pilier explose et que le verre se transforme en tempête, le message est clair, ce lieu n'est plus neutre, il est désormais un objectif à effacer. À partir de cet instant, la centrale électrique cesse d'être une infrastructure, elle devient une scène politique. Chaque décision y produit des morts visibles ou des conséquences invisibles. La fuite par l'escalier d'urgence n'est pas un repli,
s'affaiblit, c'est une de compression du temps. Chaque seconde gagnée empêche la narration officielle de se refermer. En bas, sur le plancher des turbines, le rapport de force s'inverse à nouveau. Pas par les armes, par la thermodynamique, la chaleur résiduelle, la vapeur sous pression, les systèmes manuels que les hommes trop sûrs de leurs écrans ont négligés. Quand Traoré ordonne l'ouverture des vannes, il ne choisit pas la violence. Il choisit l'asymétrie absolue. La vapeur n'a pas de loyauté, elle ne reconnaît ni grade ni uniforme, elle transforme la supériorité tactique en handicap mortel. Les capteurs thermiques deviennent aveugles, les positions élevées se transforment en pièges, les cris dans l'obscurité font plus de dégâts que les balles. Ce moment est crucial parce qu'il révèle une loi constante du pouvoir moderne. Plus un système est sophistiqué, plus il est vulnérable à ce qu'il ne peut pas interpréter. La descente dans les tunnels de refroidissement marque une autre bascule. Là où l'état disparaît, le corps reprend le contrôle. L'eau glacée, l'odeur de soufre, la fatigue qui n'est plus abstraite. Ce n'est plus un président qui fuit, c'est un homme qui choisit où il va réapparaître. Et le choix du marché central n'est pas anodin. Ce n'est pas un refuge, c'est une exposition. Bako cherche des soldats, des centres de commandement, des positions stratégiques. Il ne cherche pas des citoyens. Quand Traoré arrache ses insignes, le geste n'est pas symbolique, il est tactique. Il comprend que l'uniforme est devenu une balise et que le peuple, dans le noir, est devenu le seul camouflage viable. Mais le pouvoir qui a déjà investi tant de ressources ne renonce jamais à la dernière image. Les véhicules blindés encerclent la place, les projecteurs transforment la nuit en tribunal improvisé. Bako ne parle pas pour convaincre Traoré, il parle pour être entendu par ceux qui regardent encore. Son discours est simple, la force contre l'isolement, le nombre contre la solitude. Et c'est précisément là que le calcul s'effondre. Quand Traoré s'avance sans armes, il ne défie pas Bako, il défie la logique même du coup d'État. La fusée éclairante n'appelle pas une armée, elle appelle une mémoire collective, les comités de vigilance, les réseaux informels, les solidarités construites longtemps avant cette nuit. Quand la foule sort de l'obscurité, le pouvoir cesse d'être vertical. À cet instant, tirer devient impossible, parce que chaque visage est un miroir et une vérité brutale s'impose. On peut acheter des officiers, on peut louer des mercenaires, mais on ne peut pas payer un pays entier pour se nier lui-même. Ce que cette nuit révèle n'est pas le courage d'un homme, c'est le prix exact d'une erreur stratégique. Oubliez que la souveraineté, quand elle est préparée, ne demande pas la permission d'apparaître. Quand les fusils s'abaissent, le coup d'État est déjà terminé, il ne le sait simplement pas encore. Ce moment est souvent mal compris, on le décrit comme un basculement émotionnel, il ne l'est pas, c'est un effondrement de calcul. Les soldats ne reculent pas par loyauté retrouvée, ils reculent parce que l'équation ne tient plus. Tirer signifie devenir l'ennemi définitif, ne pas tirer signifie survivre politiquement. Quand Bako crie « feu », il révèle sa position réelle, il n'est plus un stratège, mais il est un homme en retard sur la situation. La foule n'avance pas par rage, elle avance par reconnaissance, elle reconnaît un visage, une voix, un corps qui n'a pas fui. À partir de cet instant, le pouvoir ne circule plus par les ordres, il circule par l'alignement. Le geste de Sylla n'est pas un acte héroïque, c'est un verrou qui saute. Quand le plus jeune frappe le colonel, la hiérarchie cesse d'exister. Le cri qui monte de la place n'est pas une célébration, c'est une réappropriation. À des centaines de kilomètres, les forces étrangères observent la scène par satellite. Elles ne voient pas un peuple, elles voient un risque. Sans relais internes, une intervention devient trop coûteuse. Pas militairement, narrativement. À l'aube, la tentative de prise de pouvoir est retirée sans communiquer, sans aveu, sans explication. Mais la nuit ne se termine pas là, Traoré ne dort pas. Parce qu'un système qui a tenté de tuer tentera toujours de se justifier, l'arrestation de Bako n'est pas une conclusion, c'est une ouverture. Les aveux ne sont pas arrachés par la force, ils sont échangés contre du temps, des noms, des circuits financiers, des signatures diplomatiques. Ce qui suit n'est pas une purge émotionnelle, c'est une exposition méthodique. Les procès sont publics, les transferts bancaires sont affichés, la trahison devient lisible, et quand un peuple voit combien vaut exactement sa souveraineté sur un relevé bancaire, la colère change de nature, elle cesse d'être explosive, elle devient structurante. Ce moment est dangereux, parce qu'il crée un précédent.
Une fois qu'un dirigeant montre qu'il peut survivre à une élimination interne sans se refermer, sans s'exiler, sans déléguer la vérité à l'étranger, alors une question s'installe durablement. Que se passe-t-il si d'autres peuples demandent la même transparence ? Ce n'est plus une histoire burkinabé, c'est un signal régional. Et ceux qui regardent depuis l'ombre le comprennent parfaitement. Les légendes ne naissent pas du chaos, elles naissent de ce qui est fait. Après, les jours qui suivent ne sont pas consacrés à la glorification, ils sont consacrés à la reconstruction du cadre. Revenir à la centrale électrique n'est pas symbolique, c'est un audit silencieux. Les réparations ne sont pas confiées à des contractants étrangers. Elles restent locales, visibles, traçables. Ce choix est politique. Il dit une chose simple, la souveraineté ne se restaure pas par substitution mais par réappropriation. La présence d'Amina n'est pas un détail médiatique. Elle incarne un déplacement du front. Le combat n'est plus seulement militaire, il est informationnel. Les images du char tirant sur une infrastructure civile circulent plus vite que n'importe quel discours. Elles ne cherchent pas à convaincre, elles empêchent le déni. À ce stade, le nom de Traoré commence à s'effacer du récit et c'est volontaire. Ce qui compte désormais, ce sont les mécanismes révélés, les comités de vigilance, les réseaux informels, la synchronisation entre rue, infrastructure et narration. Ce sont eux qui ont rendu le coup impossible à refermer. Le message implicite est clair. Un État n'est pas vulnérable parce qu'il est pauvre. Il est vulnérable quand ses citoyens sont déconnectés de sa défense. La tentative d'élimination a produit l'inverse de son objectif. Elle a exposé ce qui était censé rester invisible, les dépendances, les points d'appui étrangers, les relais internes et surtout, elle a rendu une chose inacceptable, le retour au silence. À partir de là, 3 trajectoires se dessinent. Si ce type de résistance est normalisé, les coups rapides deviennent impraticables. Ils exigent trop de complicité, trop de contrôle, trop de chance. Si elle est étouffée, la prochaine tentative sera plus brutale, plus rapide, moins soucieuse de l'opinion. Et si l'on choisit de ne rien faire, si l'on traite cette nuit comme une exception héroïque, alors elle deviendra une anomalie isolée, récupérable, neutralisable. C'est ici que le récit devient dangereux, parce qu'il impose une responsabilité au-delà du leader. Il demande au pays et à ceux qui observent de décider ce qu'ils font de cette information. Car une fois qu'un peuple a vu comment une tentative de prise de pouvoir échoue en pleine lumière, l'ignorance n'est plus une option crédible. Cette nuit n'a pas seulement empêché une mort, elle a déplacé une frontière invisible. Avant, le pouvoir se pensait vertical. Après, s'il doit composer avec ceux qui veillent en silence. Ce qui s'est joué n'est pas la survie d'un homme, c'est la démonstration d'un principe rarement assumé. Un État ne tient pas par ses institutions seules, mais par la prévisibilité morale entre ceux qui dirigent et ceux qui regardent. Quand cette prévisibilité existe, la force brute devient un pari risqué. Quand elle disparaît, même les systèmes les plus sophistiqués s'effondrent. Si cette nuit est acceptée comme un précédent, alors chaque tentative future devra intégrer une variable instable, la population comme acteur immédiat, pas comme décor postérieur. Si elle est rejetée, réduite à un récit héroïque isolé, alors le système apprendra à frapper plus vite, plus loin, sans laisser de témoins. Et si le silence s'installe, si l'on choisit de tourner la page sans la lire, alors la prochaine fois, il n'y aura ni coupure, ni foule, ni hésitation. Seulement une annonce officielle, bien rédigée. Ce récit ne demande pas d'adhésion, il impose une question. Qui contrôle la nuit quand les écrans s'éteignent et que les protocoles cessent de fonctionner? Parce qu'à partir de maintenant, une chose est acquise, le pouvoir qui tente de se cacher a déjà perdu une partie de sa légitimité. Et ceux qui ont vu, ceux qui ont compris, ne peuvent plus prétendre ne pas savoir. Dernier appel à l'action, si ce récit vous a dérangé, discutez-en. S'il vous a parlé, partagez-le. Et surtout, observez ce qui se passe après le silence. La nuit appartient rarement à ceux qui l'imposent, elle appartient à ceux qui s'y préparent.